Bienvenue dans le débat consacré à la guerre en Ukraine, au lendemain de la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et du chef de la diplomatie britannique, David Lammy, à Kiev. Anthony Blinken qui poursuit les discussions aujourd'hui en Pologne. Au centre des entretiens, l'utilisation par l'Ukraine des missiles à longue portée occidentaux en Russie. Zelensky milite depuis des mois pour la levée des restrictions. Blinken promet d'examiner rapidement la demande. Le président ukrainien devrait se rendre demain, vendredi, à Washington. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, lui, y va à Washington et il va s'entretenir avec Joe Biden sur cette question. Réaction de Vladimir Poutine. Un feu vert des Occidentaux signifierait que les pays de l'OTAN seront en guerre contre la Russie. Fin de citation. Pour l'Ukraine, le temps presse alors que les troupes russes avancent dans le Donbass et que les bombardements de Moscou s'intensifient. La Russie a aussi annoncé avoir repris 10 localités dans la région de Koursk aujourd'hui. Pour les États-Unis, à 2 mois de l'élection présidentielle, toute décision de Washington peut avoir un impact dans la campagne. La guerre en Ukraine a d'ailleurs fait l'objet du débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Les positions des deux candidats s'opposent sur l'aide à Kiev. Alors, les armes de longue portée, de quoi s'agit-il? Et quel est finalement le plan de Volodymyr Zelensky? Les Occidentaux vont-ils faire bouger les lignes rouges? Quelle est la situation sur le terrain? En pleine campagne pour l'élection présidentielle américaine, quel est l'impact de ce scrutin sur l'avenir de l'Ukraine? Faut-il aider l'Ukraine à frapper la Russie? Voilà toutes les questions que nous allons poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sylvie Bermann. Bonsoir. Merci d'être là, ancienne ambassadrice de France en Russie ainsi qu'au Royaume-Uni et en Chine. Bienvenue. En face de vous, nous avons le général Patrick Dutartre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien pilote de chasse et ancien général de l'armée de l'air. Bienvenue à vous également dans le débat. Ce soir, Virginie Pironon est avec nous. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous étiez envoyé spécial à Kiev encore tout récemment pour les antennes de Radio France. C'était d'ailleurs au mois de mai dernier. Bienvenue. Marie Mandras est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, professeur à Sciences Po, chercheur et chercheuse au CNRS. Auteur de La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin. Et ça, c'est chez Kalman Levy. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de regarder ce sujet en fait, qui revient sur cette visite d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine en Pologne. C'est Noémie Roche. Accueilli par le ministre polonais des Affaires étrangères, Anthony Blinken est arrivé à Varsovie. Le chef de la diplomatie des États-Unis s'est d'abord entretenu avec le président Duda, avant une rencontre avec le Premier ministre Donald Tusk, grand rival du président polonais. Au menu des discussions, la poursuite de la coordination des efforts avec la Pologne, principale porte d'entrée logistique du soutien militaire occidental à l'Ukraine. Et ce, au moment où le secrétaire d'État américain veut travailler avec ses alliés pour assurer un soutien large et durable à Kiev, où il s'est rendu mercredi avec son homologue britannique. L'Ukraine a déjà bénéficié de milliards de dollars d'aide militaire et économique de la part de l'Occident, dont les États-Unis sont le premier bailleur de fonds. Mais ce soutien pourrait être remis en cause après l'élection présidentielle américaine du 6 novembre. Le candidat républicain Donald Trump a en tout cas refusé de dire s'il souhaitait la victoire de l'Ukraine lors de son débat face à la candidate démocrate Kamala Harris mardi. Un non-positionnement qui pourrait froisser la Pologne, car malgré des divisions sur la politique intérieure, Varsovie est toujours restée unie dans son soutien à l'Ukraine depuis l'invasion russe de 2022. On va écouter Anthony Blinken, c'était hier lors d'une conférence de presse à Kiev, puisque le secrétaire d'État américain était présent en Ukraine hier. Nous avons abordé la question des missiles à longue portée, entre autres sujets. Et je vais rapporter les éléments de cette discussion à Washington pour en faire part au président. En ce qui concerne les États-Unis, depuis le premier jour, nous nous adaptons aux besoins, aux évolutions sur le champ de bataille. Et je n'ai aucun doute sur le fait que nous continuerons à nous adapter. Général Dutartre, d'abord pour bien cadrer le débat, de quoi parle-t-on avec ces fameux missiles à longue portée? Longue portée, ça veut dire quoi? C'est 250 km, 500 km?
Bon, au-delà de 200 km, 250 km, 300 km, on parle essentiellement des attaques MS, en fait. C'est un missile semi-balistique américain qui peut aller donc dans sa version plus longue jusqu'à 300 km. Mais on parle aussi des Storm Shadow et des Scalp, qui sont de fabrication franco-britannique, et eux qui sont tirés à partir d'aéronefs, d'avions de combat, qui peuvent être les F-16 récemment livrés, éventuellement d'autres appareils comme les Sukhoi 24. Et ceux-là, par contre, ils pourraient aller beaucoup plus loin du fait qu'ils ont déjà une portée intrinsèque de plus de 300 km. Et si vous les envoyez, vous, au-delà, effectivement, vous pouvez aller tirer des objectifs en profondeur. Alors, c'est ça dont on parle, absolument, en Russie. C'est ça dont on parle. C'est ça dont on parle. Alors, il faut savoir qu'on a déjà utilisé ces armements au-dessus de la Crimée, qui est considérée... Donc ça veut dire qu'ils ont déjà une partie de ces armements, les Ukrainiens, absolument, pour être clair. Absolument. Ils ont déjà été utilisés, notamment en Crimée. Mais effectivement, toute la problématique en fait, qui se pose vis-à-vis des Occidentaux, des Américains, des Britanniques et des Français, c'est jusqu'où aller sans être co-belligérant. On ne veut pas... La ligne rouge, en fait, pour les Occidentaux, c'est l'extension du conflit, tout simplement, et que ça dérape. Alors, oui, pour que l'Ukraine se défende, non pour s'engager dans un cheminement irréversible. Et donc là, il y a une vraie ligne de crête. Volodymyr Zelensky, en tout cas, affirme que sans cela, eh bien, les Ukrainiens n'ont aucune chance de succès. On va écouter son chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiga. Cet automne, la tâche essentielle consiste à renforcer autant que possible le bouclier aérien. Des actions audacieuses de la part de tous les partenaires sont nécessaires pour protéger notre peuple. Il est important de lever toute restriction à l'utilisation d'armes américaines et britanniques contre des cibles militaires légitimes en Russie. Nous devons également être déterminés à abattre les missiles et les drones russes dans le ciel de l'Ukraine. Plus l'Ukraine pourra frapper loin, plus une paix juste se rapproche. Virginie Pironon, donc là, ils le disent, les Ukrainiens, si on n'a pas cette autorisation, si on n'a pas ce feu vert, on va perdre la guerre. C'est nécessaire, en fait. Ça fait longtemps qu'ils le demandent. Oui. Ça fait longtemps qu'ils le demandent. Ces armes, ils les ont et ils ne demandent qu'à les utiliser. Et en ça, ils sont aidés par les Polonais et les Lituaniens qui, par exemple, plaident pour que depuis les bases de l'OTAN dans les pays baltes, on puisse aujourd'hui aider aussi les Ukrainiens à neutraliser, par exemple, les drones du côté occidentale de l'Ukraine. Mais pour l'instant, ce n'est donc pas un oui, même s'il continue à insister. Ni oui ni non. C'est ni oui ni non, justement. Alors, c'est presque oui. C'est presque oui. On y arrive. Alors, pourquoi vous dites cela, Marie Mandra, c'est presque oui? On sait depuis quelques jours que ça va être oui. Et quand Blinken, c'était intéressant que vous ayez choisi ce passage, où il dit depuis le début, on doit s'adapter. Et à chaque fois, on a passé toutes les lignes rouges. Et je crois que la question n'est plus du tout d'être co-belligérant ou non, parce que cette guerre est une guerre d'agression. Oui, mais il n'a pas donné le feu vert hier, Blinken. Les Ukrainiens étaient déçus. C'est pas à lui de le donner. Mais vous savez, il y a la diplomatie, il y a ce qui se dit et puis il y a ce qui se fait vraiment. Donc je pense qu'il n'y a plus d'incertitude sur ce point. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est quelles sont les cibles de ces missiles à longue portée. C'est là que cela devient intéressant. Et où là, les Ukrainiens ont raison de souligner que la cible principale, ce sont des installations militaires russes. Donc ça fait partie des conditions négociées, j'imagine, entre les Ukrainiens et les Occidentaux. Si je peux terminer. Allez-y. Les Ukrainiens nous expliquent qu'ils ne peuvent plus être obligés de mettre autant de matériel pour arrêter des drones, des obus, des missiles en Ukraine. Et que donc, ce qu'il faut, c'est avoir ces armes pour frapper les bases, notamment les installations militaires, les bases d'où peuvent partir des missiles russes. Les bases en Russie. Voilà, oui. Donc ça, je crois que c'est très important. Oui. C'est pas faire comme les Russes et aller bombarder des civils. Ça n'a absolument rien à voir. Et enfin, l'autre cause qui est très très importante, là où il faut soutenir les Ukrainiens, c'est d'arriver à éviter tous ces bombardements sur les populations civiles, sur les installations énergétiques, sur les centrales nucléaires. On va y revenir. Donc ils ont une logique, je crois, qui est parfaite. Et le fait qu'il y ait eu cette incursion dans la région de Koursk depuis début août montre bien aussi qu'ils veulent montrer que la Russie est vulnérable
qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui est vulnérable aux coups russes. Et tout cela va ensemble. Il y a une logique stratégique. Il y a une logique stratégique. Donc... Et il me semble que les dirigeants occidentaux la comprennent. Vous pensez que ça va se faire? On va écouter Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine, qui a dit aujourd'hui d'ailleurs que ce serait une déclaration de guerre de l'OTAN contre la Russie. On va écouter le porte-parole du Kremlin. Bien sûr, toutes ces décisions sont déjà prises. Nous pouvons dire cela avec un haut degré de certitude. Et aujourd'hui, il y a une campagne médiatique visant à officialiser la décision qui a déjà été prise. La réponse sera appropriée. Sylvie Berman, vous êtes d'accord justement avec ce que vient de dire Marie Mandras? Vous aussi, vous pensez que c'est presque fait? C'est ce que disent les Russes. On ne connaît pas exactement leur réponse encore. Alors, je ne sais pas, effectivement, bon, ça évolue, on a franchi absolument, enfin les Occidentaux ont franchi absolument toutes les lignes rouges. Oui. Lignes rouges qu'ils se sont imposées à eux-mêmes pour ne pas les respecter. Pour ne pas les respecter, mais en même temps, c'est pas la Russie qui a fixé des lignes rouges, c'est nous-mêmes qui vont fixer des lignes rouges par rapport à la Russie, en imaginant quelle pourrait être la réaction, en particulier sur ce thème de la co-belligérance. Donc, les Ukrainiens, évidemment, ont le droit de se défendre, ont le droit de frapper en Russie, surtout, enfin, essentiellement des sites militaires. Maintenant, la difficulté pour les Occidentaux, pour les Américains, c'est qu'en réalité, ils participent d'une certaine manière au choix des cibles, si je ne me trompe pas. Oui. Et là, évidemment, ça peut accréditer la thèse de Vladimir Poutine sur la co-belligérance, même si on considère que ça n'existe pas. Donc, comment ce qui explique l'hésitation, le fait que il n'y a pas eu de décision à Kiev, bien sûr, et qu'il le laisse au président de la République américaine, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Qu'est-ce que vous en pensez, Général Duthardt? Vous aussi, vous pensez que ça va être levé, ce dernier verrou, qu'il va y avoir un feu vert américain? Pas totalement. C'est oui et non. C'est-à-dire que oui, peut-être de principe en disant, mais en fait, le choix par des cibles extrêmement importantes, comme c'était mentionné précédemment, ça veut dire qu'ils ne vont pas leur dire, vous pouvez taper tel et tel objectif, non, mais certains objectifs, vous ne pouvez pas les taper. C'est-à-dire lesquels, c'est-à-dire que ceux éventuellement qui auraient un risque de dommages collatéraux, ceux qui n'auraient pas un caractéristique ambigu au niveau de la caractéristique militaire, trop près d'un cantonnement civil, enfin, si vous avez par exemple des systèmes solaires qui se trouvent dans la ville, on va leur dire non, vous ne tapez pas ça. Par contre, une base aérienne, ça dit, ces bases aériennes à 300 km, elles sont pratiquement toutes vidées de leurs appareils parce que l'aviation russe s'est reculée. Donc, il faut frapper plus loin. Voilà. Oui. Mais frapper plus loin, ça va être, à mon avis, c'est peut-être pas pour tout de suite. En tout cas, avec des armes occidentales. Il faut savoir que les Ukrainiens l'ont déjà fait avec leurs propres drones. Et d'ailleurs, à mon sens, c'est ce type d'action qu'ils doivent privilégier, c'est-à-dire... En fait, le plus gros danger aujourd'hui des Ukrainiens, ceux qui subissent actuellement dans l'effort russe, c'est quoi? Ce sont les bombes guidées, planantes, depuis janvier. C'est ce qui a amené la chute d'Avdiivka, c'est ce qui a amené cette énorme offensive dans le Donbass, parce que ça, c'est extrêmement difficile à intercepter. La seule manière d'intercepter ce type de bombes, c'est d'intercepter les appareils qui les emmènent. Or, avec quel type d'armes? Avec des systèmes solaires ou des F-16 qui pourraient s'approcher. Et donc, du coup, sachant ça, les Russes ont reculé, évidemment, leur aviation. Ils ne sont pas dans les 200 ou 300 km près de l'Ukraine. Ils sont beaucoup plus loin. Virginie Pironneau, et pour revenir sur Zelensky, donc peut-être va-t-il à Washington demain? En tout cas, le Premier ministre britannique y va, c'est sûr, voir Joe Biden. Et manifestement, on a l'impression qu'il attend de l'annoncer, il attend d'être sûr qu'il y ait une annonce américaine avant d'annoncer qu'il y va vraiment. Voilà, on sent effectivement qu'il y a des réticences encore chez les Occidentaux. Volodymyr Zelensky a été annoncé à Washington ce matin par les agences de presse américaines et notamment Bloomberg. Mais depuis la mi-journée, on n'en entend plus parler. Cette annonce a disparu. On ne sait pas si le président Zelensky sera demain à Washington pour la rencontre entre Joe Biden et Keir Starmer. Peut-être y aura-t-il des annonces, en attendant on ne sait pas. Peut-être que Volodymyr Zelensky est aussi retenu en ce moment chez lui avec ce qui est en train de se passer à Koursk et la contre-offensive russe qui a lieu en ce moment, qui semble-t-il a démarré. Et Volodymyr Zelensky était attendu, ça s'était prévu de longue date, au sommet de l'ONU qui doit avoir, à l'Assemblée générale, qui doit avoir lieu là à la fin du mois. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que Joe Biden pourrait
faire des annonces à partir de maintenant, et peut-être que ça serait entériné cette décision lors de l'Assemblée générale de l'ONU en présence de Volodymyr Zelensky. Marie Mandras, ce serait une bonne tribune, effectivement, d'attendre New York pour faire ce type d'annonce? Ou ce n'est pas... C'est pas très important. Non, ce n'est pas... Je crois que c'est pas très important. Mais est-ce qu'il ne doit pas être discret en pleine campagne électorale? On sait que la guerre en Ukraine n'est pas très populaire. Nous n'avons absolument pas le choix. Nous soutenons l'Ukraine. Nous devons obtenir que l'armée ukrainienne puisse repousser l'occupant et l'agresseur russe. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, Vladimir Poutine, il joue l'escalade. Alors, ça m'amuse quand on nous fait encore écouter Poutine ou Peskov qui disent « Attention, ça fait 2 ans et demi qu'à chaque fois que on soutient... » Bon, Marie Mandras, mais il faut plus s'inquiéter de ça. Il faut plus s'inquiéter. En tout cas, ils s'inquiètent encore, les Américains. Hein. Ils sont pas... Sinon, ils auraient déjà pris la décision. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'il y a le niveau du discours politique, diplomatique, et il y a la réalité stratégique. Donc nous n'avons pas le discours véritablement stratégique, on l'a pas dans les médias. Et je crois que si on peut souligner cette contradiction russe, et qu'ils ont une stratégie faible, c'est qu'à la fois ils jouent en permanence l'escalade, attention, c'est vous qui... Alors que c'est eux qui font l'escalade, c'est eux qui gagnent. Et d'un autre côté, depuis maintenant 1 an et demi, le discours russe, c'est une guerre d'usure. En fait, donc, on ne peut pas à la fois privilégier une longue guerre d'usure et en même temps jouer l'escalade. Oui. Et c'est ce qui entraîne, il me semble, un certain nombre d'erreurs militaires et stratégiques du côté russe. Sylvie Bermann, mais quand justement Poutine affirme que ça sera une guerre de l'OTAN contre la Russie, donc ça, les Occidentaux n'ont plus à s'inquiéter de cela. Ce n'est pas la raison pour laquelle les États-Unis ne s'engageraient pas de manière plus claire? Ça fait effectivement depuis le début du conflit parce qu'il ne veut pas donner l'impression de perdre contre la petite Ukraine. Et donc, il est en situation difficile parce qu'il se bat contre l'OTAN. Donc ça, il le dit depuis le début. L'hésitation américaine, encore une fois, c'est ça. Ça porte sur la validation du ciblage par les Américains, par les Britanniques ou éventuellement par les Français. C'est-à-dire, si les Ukrainiens ont des armes et des armes occidentales sur lesquelles on n'a pas de marge de manœuvre, que les Ukrainiens, effectivement, les utilisent, même ces armes. Mais si, effectivement, il y a une validation des cibles, je pense que c'est plus compliqué. Et si ça fait des mois que la décision n'intervient pas, je pense que c'est pour cette raison. Je ne sais pas si le général... Le général Dupart, Est-ce qu'il y a un problème de risque de dérapage? Parce que de la part du côté de l'Ukraine... Quand vous utilisez des armements, l'Ukraine nous a montré qu'elle était très mesurée dans l'emploi, notamment des armes occidentales. Elle a respecté, en fait, entre guillemets, les contrats qui avaient été fixés par les Occidentaux, même s'ils étaient différents entre les Anglais, les Français et les Américains. Là, il s'agit vraiment d'aller frapper en Russie, non pas en Crimée, mais aller en Russie certains objectifs dans la profondeur. Je pense que ce feu vert peut être donné, enfin un feu orange, c'est-à-dire que oui, mais certaines cibles, non. Oui, donc parce que ce risque de dérapage existe tout de même. Il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents. Ils sont passés un peu sous les radars, notamment au mois de juin dernier, quand les Ukrainiens ont frappé la Crimée avec des armes occidentales. Il y a eu des morts, des Russes qui étaient à la plage, qui sont décédés. Et ça a été fait avec des armes occidentales. Donc c'est vrai que la question de la co-belligérance, on marche... C'était en Crimée, oui. C'est l'Ukraine. On marche sur une ligne de crête, vraiment. Crimée annexée donc par la Russie depuis 2014. On va faire un point justement sur la situation sur le terrain, parce que vous le disiez, vous le mentionniez, Virginie, il y a donc eu cette contre-offensive russe autour de Koursk, alors qu'il y a cette offensive ukrainienne depuis le mois d'août autour de Koursk, une offensive ukrainienne dont les Ukrainiens sont très fiers. Donc contre-offensive russe, il y a eu aussi 3 humanitaires de la Croix-Rouge qui ont été tués par des frappes russes aujourd'hui en Ukraine. On va faire un point justement, un reportage qui se passe dans une ville à la frontière entre l'Ukraine et la Russie avec Anna Pereira. Des roquettes de plus en plus régulières ciblent la ville frontalière de Borodoukhivka. Une femme qui travaillait dans son jardin s'est précipitée pour vérifier les dégâts d'une frappe, ce qui lui a permis de survivre par miracle à la roquette d'après, tombée à quelques mètres de sa maison. J'ai été sauvée à 2 secondes près. Si j'avais atteint la barrière verte, j'aurais été déchiquetée. Telle était l'explosion. Je me suis cassé le genou, j'ai des bleus. Je ne peux pas lever le bras, j'ai mal. J'ai repris mes esprits alors que j'étais allongée. Ma tête bourdonnait, mes oreilles crépitaient.
Situé près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, sur l'autoroute reliant Kharkiv et Soumy, Boroduriv est récemment devenu un point névralgique de la guerre. Rien que cette année, les attaques russes ont endommagé 83 installations dans la communauté, soit 4 fois plus qu'en 2022. La ville est sous le feu d'armes à sous-munitions, de drones et de missiles récemment achetés à la Corée du Nord, malgré les sanctions. Avant les bombardements de plus en plus fréquents, Boroduriv était un refuge pour les personnes fuyant les régions les plus violentes du pays. La ville accueille environ 17 000 déplacés. Mais récemment, le nombre de clients dans ce marché a diminué. Certains ont déménagé et d'autres n'ont plus les moyens d'acheter grand-chose. La plupart des gens n'achètent que 2 carottes, 2 oignons et 2 poivrons. Alors que l'Ukraine poursuit son offensive dans la région de Koursk, la population locale s'attend à ce que les bombardements se poursuivent. Nous sommes à moins de 20 km de la frontière. Il faut donc 10 à 20 secondes pour que les missiles nous atteignent. Les dernières attaques ont été menées avec des armes à sous-munitions. Des infrastructures essentielles, des maisons, des entreprises et des appartements ont été endommagés. La ville s'efforce de réparer les dommages causés aux infrastructures. Le gouvernement a récemment restauré 10 appartements et environ 30 maisons privées. Général, on va regarder les cartes. Sur le terrain, aujourd'hui, finalement, où en est-on? On sait que donc, la Russie a lancé une contre-offensive dans la région de Koursk, donc en Russie face à cette offensive ukrainienne, ça aujourd'hui. Et puis, il y a donc effectivement un hiver qui devrait être très compliqué dans le Donbass pour les Ukrainiens, si on regarde les cartes. C'est ça à peu près la situation? Oui, l'avancée la plus spectaculaire a donc été dans le Donbass depuis janvier, comme on l'évoquait tout à l'heure, Advitka et maintenant vers Pokrovsk. Et il faut être très vigilant vis-à-vis de Kramatorsk, qui est là vraiment le centre de la moitié du Donbass, qui n'est pas tenu par les Russes. Et ça, c'est extrêmement important que cette zone résiste. Comment explique-t-on cette avancée russe? Comment explique-t-on cette avancée russe? Je vous l'expliquais tout à l'heure. Enfin, en tout cas, je le commentais. Notamment, un des éléments majeurs, ça a été l'utilisation de bombes guidées planantes qu'ils n'avaient jamais utilisées avant. C'est un dispositif au départ américain, puis occidental. Et les Russes, ayant compris ce qui se passait, avaient un stock de bombes lisses énorme. Et ils ont déployé, ils ont bricolé, si vous voulez, des kits de guidage. Ils ont fait en fait ce que font les Américains, mais avec des moyens un peu plus moins sophistiqués, mais malheureusement très efficaces actuellement sur la ligne de front. Il faut savoir que l'armée de l'air russe n'avait pas été du tout employée comme ça pendant 2 ans et demi. Et là, en fait, ils ont compris l'intérêt de ça, malheureusement, au détriment de nos amis ukrainiens. Donc, ce qui explique notamment la percée un peu spectaculaire, mais enfin progressive, complète du côté du Donbass. S'agissant ailleurs, ça ne bouge quasiment pas. Ailleurs, on n'a quasiment pas de changement de situation depuis 1 an. Par contre, l'offensive Koursk, là, c'est une initiative absolument remarquable, à divers plans, le plan politique, le plan psychologique, stratégique et même tactique, c'est-à-dire qu'on pourrait échanger éventuellement un bout de territoire. Cela dit, maintenant, les Russes ont été surpris, comme la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont des troupes étrangères, entre guillemets, même si ce sont des cousins, qui viennent sur leur territoire. Et là, ils ont été pris de court, c'est le cas de le dire, au prix de Koursk. Et puis maintenant, il y a une offensive qui se prépare. Aujourd'hui, d'ailleurs, le président Zelensky, hier, je crois, a reconnu que les Russes réattaquaient en fait cette zone. Donc, ils ont pris une dizaine de localités. Donc, on va regarder ce qui va se passer. Mais effectivement, je pense qu'ils vont mettre leur effort là pour essayer de récupérer le maximum de terrain dans cette zone. Les Russes. Les Russes, donc, absolument. cette contre-offensive aujourd'hui qui a eu lieu autour de Koursk devrait continuer, vous absolument. pensez, alors, c'est pas autour de la ville de Koursk, c'est dans la région de Koursk. On est encore à 30 ou 40 km de la ville de Koursk. Mais c'est significatif que les Russes aient fait une contre-offensive aujourd'hui, parce qu'on se posait la question sur leur stratégie, justement. On était étonnés, si vous voulez, que ça ne bouge pas trop, enfin qu'ils ne réagissent pas. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas prêts. Il leur a fallu du temps pour amener des troupes, du matériel. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte, ça fait 2 ans et demi qu'ils agressent l'Ukraine. Les Ukrainiens ont quand même fait beaucoup de frappes sur la région de Belgorod, qu'on voit bien sur la carte, juste, c'est la Russie, aussi Belgorod. Et le commandement militaire n'aurait pas prévu la possibilité qu'il passe la frontière. Je crois que ça en dit long quand même sur l'impréparation, l'absence de stratégie. Et aussi, ce que j'aimerais souligner, c'est que dans cette avancée, que je ne crois pas être spectaculaire, mais cette avancée dans le Donbass, c'est que ça a coûté énormément aux Russes. Ils ont eu beaucoup de pertes en hommes,
en matériel aussi. Et donc j'aimerais rappeler que les Ukrainiens et le président Zelensky et ses commandants ne veulent pas avoir trop de pertes humaines, à la fois militaires et civiles, ce qui explique qu'à certains moments, ils décident de ne pas résister, notamment parce que ces bombes qui sont utilisées... Enfin, ces bombes planantes, là, ça fait des dégâts et des dégâts civils aussi. En fait, ils ont tiré les leçons du recul à Avdiivka. Tout à fait. En fait, le président Zelensky s'est accroché à Avdiivka un peu trop longtemps. Voilà. Et ils ont perdu énormément de soldats. Et là, effectivement, comme vous disiez, ils sont plus souples. C'est-à-dire que si vraiment il y a une offensive trop importante, ils ne veulent pas sacrifier trop d'hommes. C'est pour ça qu'on voit ce recul progressif. Mais en ce moment, c'est stable. C'est stable. Est-ce que ça veut dire, Sylvie Bermann, que justement, il y a maintenant un objectif politique pour Volodymyr Zelensky? Il parle d'une conférence de paix. Peut-être va-t-il en parler aussi à Washington. Est-ce que là, on est plus proche peut-être de discussions possibles avec des discussions justement territoriales? Alors, en tout cas, le terme de négociation n'est plus tabou, alors qu'il l'était précédemment. Il n'était pas question d'une présence de la Russie. Aujourd'hui, c'est envisagé. Évidemment, l'intérêt de l'Ukraine, c'est d'être le plus possible en position de force. Et si le territoire n'est pas conservé, parce qu'il y a cette offensive russe, néanmoins, il y a cette capacité ukrainienne à attaquer le territoire russe. Et comme ça n'avait jamais été le cas, effectivement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire qu'il faut prendre en considération la force militaire ukrainienne aussi, même s'ils perdent sur le Donbass, qui est la priorité des Russes. Qui est la priorité des Russes. Donc ça veut dire, est-ce que ça voudrait dire, Virginie Pironon, que les Ukrainiens, dans différentes négociations, pourraient renoncer au Donbass? C'est pas ce qu'ils disent. Je pense pas qu'ils renonceront au Donbass. Vous le disiez tout à l'heure, il y a effectivement, il s'appuie, la Russie aujourd'hui, beaucoup sur les moyens aériens. Mais il y a aussi, nous, les témoignages qui nous remontent en ce moment des batailles qui ont lieu à Pokrovsk, c'est que les Ukrainiens, aujourd'hui, se battent à 1 contre 10 en face. Il y a quand même encore des moyens humains. La Russie continue à masser des hommes dans le Donbass. Les Ukrainiens, vraisemblablement, avaient pour tactique peut-être un déplacement des troupes ukrainiennes avec leur avancée à Koursk. Ça n'a pas du tout été le cas. Et il a fallu attendre plusieurs semaines pour que la Russie puisse masser, comme vous le disiez tout à l'heure, Marie Mandras, des hommes. Là, il y aurait environ, selon les spécialistes qui regardent ça à la loupe, environ 30 000 hommes, entre 30 000 et 60 000, ça se discute, mais qui ont enfin réussi à être massés là par les troupes russes, et donc ils ont pu lancer leur offensive. Donc là, on n'en est pas justement à des négociations pour vous, général. Alors même si maintenant, effectivement, le terme est utilisé. Oui, pardon, ça ne veut pas dire qu'il y aura des négociations demain. Je crois qu'il ne peut y avoir... Mais le terme n'est pas tabou. Le terme n'est plus tabou. Et Zelensky parle d'une conférence qu'il voudrait mettre en place. Reprenez les déclarations de Zelensky quasiment depuis mi-juin, même sa première conférence, en fait. Il parle de négociations ou de possibilités d'échanges. Ce terme, comme disait Sylvie Bermann, de négociation ou de plan de paix, là, normalement, il devrait aussi aller à Washington. Certains disaient pour présenter son plan de paix. C'est la deuxième grande conférence qui se tiendra. Voilà. Donc la deuxième grande conférence. La Russie n'était pas présente à la première. La première n'avait pas beaucoup de sens en fait. Je ne dirais pas qu'elle servait à rien, mais pas à grand chose en tout cas. Par contre, effectivement, et c'est lui-même qui a dit la prochaine fois, il faut que les Russes soient là. Il y a envie quand même de trouver une solution. Il y a une fatigue, non, autour de cette guerre. Mais la fatigue est énorme des deux côtés, parce que les pertes russes sont considérables, comme vous le soulignez. Et les réserves ne sont pas illimitées. De quel côté d'hommes. Des deux côtés. Des deux côtés. Mais on a l'air de penser que les Russes peuvent... ça devient très très difficile pour l'armée russe. Et combien de recruter 300 000 On parle de 600 000 600 000 morts. Je ne sais pas si vous avez ces chiffres-là. Je ne pense pas du tout ces chiffres-là. Je pense qu'il peut y avoir, côté russe, pratiquement 300 000 hommes hors de combat, c'est-à-dire ou blessés. C'est-à-dire qu'il y a plutôt 150 000 tués et presque autant, voire plus, de blessés. Ce serait plutôt maintenant près de 400 000 en tout. Et côté ukrainien Et pour les Ukrainiens, c'est un rapport à peu près la moitié, en fait, ou 60-70% de ce chiffre. Ce qui est déjà... Mais lorsque ce qui est énorme. Quand Virginie disait, de toute façon, ils ne lâcheront pas le Donbass, il y aura bien un moment donné, il y aura des négociations, probablement territoriales. Je crois que la question, ce n'est pas ce qu'on peut lâcher ou pas lâcher. C'est que la Russie a lancé une guerre d'agression terrible, et souvent avec des moyens barbares, qui ne sont pas que militaires, la déportation d'enfants. Pas oublier que c'est une guerre
criminelle. Fondamentalement, c'est une guerre criminelle. Et que la question à Kiev, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va donner pour ne plus avoir les bombes sur Kiev. Vous en êtes sûr de ça? Il n'y a aucun moment où, effectivement, on est en train de réfléchir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la négociation, à mon avis, le type de négociation qui commence déjà depuis des mois, mais on ne le sait pas non plus. Et ça se fait, évidemment, c'est beaucoup plus comment arriver à obtenir de l'armée russe un arrêt des combats et une négociation du retrait des troupes russes. Pour l'instant, dans l'esprit des Ukrainiens, et je crois dans l'esprit des pays de l'OTAN, c'est mettre fin au combat, mais avec une obligation pour l'agresseur de s'engager sur le retrait des troupes. Ça veut dire un retrait des troupes de toute l'Ukraine? C'est ça le but. C'est le but. Je ne suis pas sûre que ce soit très réaliste. Qu'il y ait à un moment donné un retrait de troupes russes, oui, mais ça dépend d'où. Et je pense que la partie du Donbass qu'ils ont conquise, il est peu probable, effectivement, qu'ils la restitueront. Je pense aussi que Zelensky s'attend à ça, parce qu'il a déjà tenu des propos en ce sens, en disant qu'il savait que la population dans le Donbass vivait maintenant comme des Russes, qu'il n'y avait pas qu'il n'aimait pas l'Ukraine ou le gouvernement de Kiev. Donc, il envisage cela. Mais il faut qu'il y ait une contrepartie. Et le plus important, d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas parler dès le départ de concessions ukrainienne, mais des garanties absolues de l'Ukraine que la Russie ne sera pas en mesure de recommencer. C'est soit l'adhésion à l'OTAN, soit des accords de défense bilatéraux. Et quand je dis de défense, je ne dis pas de sécurité, c'est-à-dire pas uniquement fournir des armes à l'Ukraine pour qu'elle continue à se battre et perdre sa population, mais véritablement, cette fois-ci, une intervention qui serait prévue dans ces accords de paix. Parce que Poutine ne laissera jamais l'Ukraine entrer dans l'OTAN. A priori. C'est probable. C'est probable. Mais ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui, il n'a pas cette capacité. Donc c'est vraiment un moyen de pression quand même de l'OTAN à Zelensky, c'est cette condition de rentrer dans l'OTAN. Moi, personnellement, je pense que l'Ukraine a largement montré qu'elle pouvait et qu'elle devait rentrer dans l'OTAN, compte tenu de ce qu'elle a fait. C'est le premier bouclier européen, premier OTAN. Et quelle est la finalité de l'OTAN? C'est la protection des territoires, la protection des pays. L'Ukraine a montré par ses 2 ans et demi de guerre et ses milliers de morts qu'elle était totalement là-dedans. Donc c'est un moyen de négociation. Alors effectivement, ce sera peut-être présenté, je trouve très intéressant votre analyse de Sylvie Berman, parce qu'il peut y avoir des négociations, enfin, ou des accords de défense, des modalités pour... Avec participation d'autres pays, j'imagine. Alors lesquels Mais à un moment ou un autre, c'est des sujets qui vont arriver au moment où on aura parlé de paix. Alors pour le moment, les Américains ont retenu cette carte puisqu'ils sont opposés à l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Il y a 2 pays qui s'y sont opposés, c'est les États-Unis et l'Allemagne. Donc ça reste effectivement l'objet de négociations. Peut-être, en tout cas, Vladimir Poutine, lui, a répondu donc à ce feu vert, puisque c'était le début de l'émission, possible du côté occidental sur ces fameux missiles à longue portée. On va l'écouter. Il ne s'agit pas d'autoriser ou non le régime ukrainien à frapper la Russie avec les armes de l'OTAN. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans un conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit de leur participation directe, ce qui, bien entendu, modifie considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Et si cela se produit, alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées. On en parlait au début de l'émission, Virginie Pironneau. Là, c'est très clair. Bon, manifestement, aucun d'entre vous n'est très inquiété par ces propos de Vladimir Poutine. Ça fait 2 ans qu'il dit ça. Oui, vous pensez que c'est pas exactement... Moi, je modulerais quand même. Oui, là, il y a un peu aussi plus... explicite, aussi précise sur un sujet. C'est la première fois que je l'entends de manière aussi détaillée, en fait.
Donc, il dit que c'est un changement, une modification du conflit lui-même, de la nature du conflit. Hein. Donc, bon. Et à chaque étape, il le dit. Oui. Non, mais parce que là, il parle d'intervention directe. Et encore une fois, ça dépend de l'autorisation du ciblage. Pour le reste, il a déjà dénoncé l'utilisation d'armes de l'OTAN par l'Ukraine, mais qui étaient à la disposition des Ukrainiens. Le débat, en tout cas, entre Kamala Harris et Donald Trump, qui a eu lieu donc avant-hier, eh bien, la question de l'Ukraine, bien sûr, a fait partie de ce débat. Et on le sait, on l'a vu à quel point les deux candidats ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. On va en écouter un extrait. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Et ils respectent votre président. Ok, il me respecte moi. Il ne respecte pas Biden. Nous jouons avec une troisième guerre mondiale et nous avons un président dont nous ne savons même pas si... Où est notre président? Nous ne savons même pas s'il est président. Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon, Poutine serait à Kiev en ce moment, avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe, à commencer par la Pologne. Pourquoi ne pas dire aux 800 000 Américains d'origine polonaise ici en Pennsylvanie? Comment et avec quelle rapidité vous abandonneriez? Tout ça au nom de faveurs et de ce que vous pensez être une amitié, avec un homme connu pour être un dictateur, qui ne ferait de vous qu'une bouchée. Bon, Virginie Perronneau, elle avait le dessus pendant tout ce débat, on en a beaucoup parlé. Bon, enfin, il y a quand même deux visions très claires. Lui, donc, qui se dit homme de paix, et elle, qui en fait est pour le soutien de l'Ukraine. Donc, finalement, si on peut dire que cette élection est décisive, c'est-à-dire que dans 2 mois, si Donald Trump est élu, on ne sera plus du tout dans l'aide à l'Ukraine qu'a finalement obtenu Biden, parfois difficilement avec le Congrès. Et si Kamala Harris, en revanche, est élue, là, on restera dans la même politique que celle que Biden a menée, en fait, depuis le début du conflit. On est dans l'attente, c'est bien une crainte des Ukrainiens qu'il y ait un changement aujourd'hui de soutien, parce que Zelensky l'a rappelé encore hier, il dit sans les États-Unis, on ne pourra pas gagner cette guerre. Les États-Unis, aujourd'hui, apportent une aide qui est primordiale pour les Ukrainiens et pour essayer de remporter cette guerre. Donc évidemment, et c'est aussi certainement pour ça qu'aujourd'hui, les annonces tardent un petit peu. On est dans le creux, on attend le mois de novembre pour savoir ce qui va se passer. Tout le monde a l'air d'attendre le mois de novembre, en fait. Donc, voilà. Tout le monde est suspendu à cette date. Ce qu'on peut reconnaître quand même, c'est que l'élection de Kamala Harris... La guerre, c'est tout de suite. Non, moi, j'insiste là-dessus parce que la guerre, c'est tous les jours aujourd'hui. Et ça, c'est important. Alors, attendre le mois de novembre, très bien, mais et ça, le président Zelensky l'appelle. On n'attendra pas le mois de novembre. Est-ce que ça vous inquiète le 5 novembre? Si c'est Donald Trump qui passe, lui, il est très transactionnel dans sa relation de gérer. C'est un soutien qui ne sera pas inconditionnel. Je pense qu'il mettra des conditions. Vous trouvez que Joe Biden a un soutien inconditionnel à l'Ukraine? Presque. C'est-à-dire qu'il a fait quand même voter 56 milliards de dollars. C'est pas rien quand même. En tout cas, c'est le plus investi de tous, c'est sûr. C'est le plus investi. En fait, il est allé plusieurs fois. Et puis, il n'a pas le discours, il n'a pas les échanges avec le président Poutine que Trump a eu. Donc, et Trump est toujours un peu ambigu en disant bon, il faudra trouver une solution, il faut arrêter. Ça serait favorable à Poutine. Ça serait favorable à Poutine. Évidemment, d'un point de vue du pouvoir exécutif américain, c'est une catastrophe pour tout le monde et les Américains en premier. Mais d'abord, il faut dire que la probabilité d'une victoire de Kamala Harris augmente. Oui, bien sûr. Mais déjà, on n'est pas du tout dans... Non, mais l'humeur du temps, ça joue beaucoup. Et la deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, le Congrès est puissant et que l'aide, une partie de l'aide militaire, est votée au Congrès. Et on sait combien de temps ça a mis, justement, pour mais que nous aurons aussi, début novembre, des résultats au niveau des 2 chambres, avec peut-être des majorités qui vont changer. Il y a également des élections au Congrès en novembre. Sylvie Bermann, si Trump est élu, est-ce que c'est inquiétant pour les Ukrainiens? Est-ce que ça va favoriser Poutine? C'est pas une bonne nouvelle pour les Ukrainiens, c'est très clair, parce que quand Donald Trump dit qu'il peut régler la question en 24 heures, on sait comment il pense pouvoir la régler, effectivement. Et ne pas la régler, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Si, il la réglera, mais en disant aux Ukrainiens qu'ils n'ont pas le choix, puisqu'ils vont arrêter l'aide. Et la vérité, c'est que les Européens ne sont pas en mesure de se substituer aux Américains. Donc ça serait un accord obtenu un petit peu à l'arrache. Il peut le faire. Il a pour Poutine, des relations avec Poutine, en faveur de Poutine. En faveur de Poutine. Si c'est Kamala Harris, ça sera différent parce qu'elle prendra en considération l'intérêt des Ukrainiens. Mais les Américains ne veulent pas poursuivre cette guerre. Et donc je pense que même si c'est Kamala Harris,
il y aura une tentation de négociation. D'ailleurs, il y a des échanges, des discussions sur le sujet. On demande aux uns et aux autres quelles sont leurs lignes rouges. Donc je pense qu'on s'orientera effectivement vers des discussions de paix. Vous avez une échéance pour des discussions de paix Non, il n'y a pas d'échéance. Donald Trump dit que ça sera avant son entrée en fonction, c'est-à-dire entre l'élection et l'entrée en fonction, s'il est élu, bien sûr. Pour Kamala Harris, d'ailleurs, elle a dit on continuera à soutenir l'Ukraine, mais elle n'a rien dit d'autre. Et donc, ça prendra évidemment plus de temps et les intérêts des Ukrainiens seront pris en considération. Général, parce qu'il y a effectivement l'opinion américaine qui finalement n'aime pas cette guerre. Et d'ailleurs, on a vu, les républicains déjà ont tout fait pour ne pas voter. C'était vraiment extrêmement compliqué d'avoir le dernier paquet d'aide à l'Ukraine. Mais en plus, les Américains, l'opinion américaine, pour eux, c'est loin, ça fait tout le monde, plusieurs toute années. La planète est fatiguée par cette guerre. Et donc, il y aura une pression, à mon avis, comme le dit Sylvie. Je pense que même dans le cas du passage de Kamala Harris comme nouvelle présidente des États-Unis, je pense qu'il y aura quand même une pression pour qu'on commence vraiment des discussions et trouver un plan de paix. Donc, en décembre, Virginie Pironneau, il y aura peut-être un moment... ça sera différent après cette élection, peut-être, en fait. On verra en fonction de l'issue. Il faut garder en tête qu'on ne sait jamais ce que va faire Vladimir Poutine. Donc aujourd'hui, il dit oui, il faut négocier, etc. Et demain, il peut dire le contraire. Si on n'a personne en face, ni Poutine, ni un de ses commandants militaires, eh bien, il ne se passera rien au niveau de négociation de paix. En revanche, ce qui avance, à mon avis, c'est ce que j'appellerais un peu la diplomatie de la fin de la guerre. C'est-à-dire d'avancer, c'est-à-dire de travailler sur les étapes qui peuvent peut-être petit à petit mener l'Ukraine avec ses nombreux alliés à être en position de force et à pouvoir obtenir de l'armée russe et du pouvoir politique des concessions majeures. Et comme on le redit là encore, le premier élément tangible, c'est un début de retrait des troupes russes du sol de l'Ukraine. Voilà, on n'en est pas là pour le moment, bien sûr. Merci beaucoup, Marie Mandras. Merci, Général Dutartre, d'avoir été avec nous ce soir. Sylvie Bermann, merci beaucoup. Virginie Pironneau, merci d'avoir participé au débat. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24.